Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle brièvement, vous êtes professeur de droit international et économique à l'Université de Liège. Vous êtes aussi un ancien juge à la Cour de justice de l'Union européenne et donc un fin connaisseur des questions européennes. D'ailleurs, vous avez participé à la négociation des traités européens. Donc, en liaison avec le 15e jour qui est paru récemment, je voudrais que vous reveniez un petit peu sur le programme de redressement économique de l'Union européenne, qui est quand même une première, si je ne me trompe pas, et que vous nous disiez et son importance et ses enjeux. Comme tous les dossiers européens, c'est un dossier lourd, mais l'importance, c'est d'abord sa masse, dans le sens que jusqu'ici, l'Union européenne n'a jamais dépensé un pourcentage aussi massif de son PNB. Ça reste limité, mais c'est quand même une augmentation très significative. Et de ce point de vue-là, c'est un changement. Le deuxième point, et là, ce n'est pas encore tout à fait perçu par tous, c'est que ces dépenses européennes supplémentaires vont avoir des objectifs ciblés. L'un d'entre eux étant la transition climatique vers une économie soutenable, c'est-à-dire neutre sur le plan du carbone, et l'autre étant le développement de toutes les activités de la société qui sont numériques. Oui, mais quelle est alors la véritable nouveauté, en fait, de ce plan de redressement ? La nouveauté, c'est que, d'une part, vous donnez à l'Union européenne, pour la première fois, une capacité d'emprunt importante sur les marchés. Et d'ailleurs, vous verrez maintenant qu'il y a des discussions pour savoir quel type d'emprunt, quelle modalité, quel type de titre. Les titres eux-mêmes seront-ils soumis à une conditionnalité environnementale? Le deuxième plan, c'est que vous devez vous rendre compte que l'Union européenne n'ayant plus d'argent à distribuer aux États membres, la question devient dans quelle mesure va-t-elle influencer sur les choix des États membres? Si vous décidez d'affecter 2% du PNB, ce qui sera le cas dans certains États, à des finalités, ça peut entraîner des changements qui sont quand même très importants. 2% de la production nationale, ce n'est pas rien. Et dans certains États qui sont les plus faibles, je dirais, le pourcentage sera un peu plus important. Donc, si pour la première fois, vous avez les instances européennes qui viennent examiner la manière dont les gouvernements nationaux dépensent, en dehors de l'aspect emprunt, c'est un changement significatif. Et donc, c'est un changement aussi par rapport justement à l'environnement. On parle d'un pacte vert. Ça, c'est nouveau au niveau européen ou c'est dans la continuité d'une politique européenne qui date de plusieurs années? Les deux à la fois, si j'ose répondre ainsi. Dans ce sens que si vous observez ce qui s'est passé en Europe depuis 2008, il y a eu un premier projet en 2008, il y a eu un deuxième projet en 2014. Maintenant, nous sommes au-delà, puisque nous sommes en train de décider des cibles pour 2030. Et de ce point de vue-là, la Commission a récemment pris une initiative importante, parce qu'elle propose de passer d'un objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre à une réduction de 55%. Ce qui, franchement, ça va être... Si ça se fait, ça va être très important. Et de ce point de vue-là, il faut se rendre compte que autant d'argent venant au soutien d'une ambition de réduction aussi forte, ça va avoir une incidence pour tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire les industries d'abord qui utilisent les énergies fossiles, c'est-à-dire les transports, ce qui est le cas spécialement en Belgique parce qu'on a une politique des transports très retardée, c'est-à-dire tout ce qui concerne les habitations, parce qu'un poste très important d'émissions de gaz carbonique, c'est le chauffage et le conditionnement d'air. Donc ça veut dire que si cet objectif de 55% est adopté, il va falloir faire des changements très importants dans tous les secteurs que je viens de décrire et dans d'autres, comme l'agriculture par exemple. Et donc l'argent emprunté par l'Union européenne pourra être, entre guillemets, distribué au pays suivant des projets de ce type-là, de cette nature-là. Tout à fait. Et donc ça voudrait... Ce n'est pas de l'argent pour vous faire plaisir, c'est de l'argent, entendons-nous, c'est aussi pour vous faire plaisir, mais c'est d'abord pour obtenir des résultats dans des changements qui sont vus comme tout à fait prioritaires.
Et donc la recherche, par exemple, pourrait être concernée par cet argent aussi. Ah, tout à fait. Notamment la recherche qui concernera soit les aspects climatiques et donc énergétiques, soit les aspects numériques, que ce soit la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'utilisation des données dans la santé, l'utilisation des données dans l'enseignement, etc. Tous ces secteurs de la recherche peuvent recevoir du soutien supplémentaire. Vous avez abordé la question du numérique. Ça aussi, ça fait partie de la déclaration de Mme Ursula von der Leyen. Et ça peut être un peu plus étonnant, enfin, je ne sais pas, au niveau de l'Union européenne, de dire il faut qu'on investisse encore dans le numérique. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore assez ? Non, oui, on n'y est pas encore assez. C'est-à-dire que la difficulté, si vous voyez le monde du numérique à l'heure actuelle, fondamentalement, quand vous vous connectez aux réseaux sociaux, vous utilisez quoi? Vous utilisez Amazon, vous utilisez Facebook, vous utilisez Google, vous utilisez une série d'applications. Toutes ces applications sont américaines. Et donc, ce qui apparaît en face, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des conflits très importants entre les États-Unis et la Chine à cet égard, c'est que la Chine, elle, considère, à mon avis, a raison, qu'elle doit avoir une autonomie et qu'elle ne peut pas être dépendante dans ce secteur central des États-Unis, et donc elle développe ses propres systèmes. Vous allez en Chine à l'heure actuelle, vous allez voir que le système des paiements numériques est plus développé qu'en Europe. Il y a des zones dans lesquelles vous ne pouvez plus payer en cash. Donc l'Europe, progressivement, est en retard. Elle ne contrôle aucun des grands acteurs et elle est un peu écrasée entre les mastodontes américains et les nouveaux mastodontes chinois. Si nous voulons une autonomie dans ce secteur, il est vital qu'on se développe. C'est pour ça qu'on entend parler d'une fusion entre Nokia et Samsung, non? Je ne sais plus. Il y a toute une série de projets de fusion, mais ça fait partie comme... Sans autre sujet, ça fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que l'Europe, pour le moment, a plutôt pris du retard. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que si vous observez le pouvoir des grandes entreprises américaines, elles sont proportionnellement plus puissantes sur le marché européen que sur le marché américain. Donc nous sommes beaucoup plus dépendants et il faut absolument... D'autant que le problème de ces systèmes, c'est qu'ils commencent à irradier tout notre système économique, dans toutes les activités de service. Regardez par exemple ce qui se passe dans le cadre de la pandémie du coronavirus, c'est un accélérateur du passage au numérique considérable, hein, même pour la fourniture de toute une série de marchandises et de toute une série de services. De plus en plus de choses se font à distance. C'est d'ailleurs un des problèmes du commerce physique partout en Europe. Et donc, il faut absolument que les Européens disposent d'instruments. Sinon, demain, nous serons totalement dépendants d'applications que nous ne contrôlerons plus. Cette constatation peut aussi mener à autre chose, puisque Ursula von der Leyen dit aussi qu'il faut peut-être revoir les accords multinationaux, et elle parlait notamment de l'OMC. Et donc ça, je voudrais un peu comprendre ce que l'Europe pourrait peut-être négocier à l'OMC. L'Europe, dans un dossier qui est compliqué, peut avoir deux stratégies. Une stratégie limitée, qui consiste à dire, écoutez, je suis d'accord avec le commerce international, mais tout le monde doit respecter les mêmes règles de protection de l'environnement et du climat. Ça ne va pas si moi j'impose à mes entreprises de respecter une série de règles favorables au climat, si au même moment, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Russie, on ne le fait pas. Donc je ne veux pas laisser la libre entrée de productions qui sont artificiellement avantagées parce que la protection du climat n'existe pas dans ces pays. Ça, c'est l'option modeste. L'option plus forte consiste à dire, écoutez, on a négocié les accords de l'OMC dans une phase où on ne se souciait pas beaucoup d'environnement et pas du tout du climat. Et donc maintenant, il faut renégocier certaines choses parce qu'on ne peut plus avoir des accords dont l'effet indirect consiste à démolir le climat, ce qui est le cas pour le moment. Si vous prenez en considération simplement les coûts financiers et que vous ne prenez pas les coûts
environnementaux. Pour le moment, je peux aller acheter des mangues qui sont produites en Asie ou bien une série de produits qui sont réalisés en Afrique et qui viennent en avion. Du point de vue du climat, on vous met même en publicité dans les magasins « Mangez nos produits qui viennent en avion ». Oui, sauf que pour le climat, c'est une catastrophe. Et donc, ça amène une détérioration dont nous voyons pour les effets maintenant. Bon, récemment, il y a eu par exemple ces incendies dans tout l'ouest des États-Unis, de la même manière que nous avons maintenant des populations qui sont obligées de déménager dans le nord de l'Inde. Ben, ces effets, ou au Bangladesh, où pas mal de gens ont les pieds dans l'eau, ces effets vont s'accentuer dans le futur. Et c'est pour ça qu'il nous faut un système international, et notamment au niveau de l'OMC, qui prennent en considération cette exigence mieux. Et vous pensez raisonnablement que la voix de l'Europe peut être entendue à ce niveau-là des relations internationales, quand on sait notamment la position américaine aujourd'hui par rapport au climat? La vie est instable, comme nous aurons vu, et donc, par conséquent, moi je ne sais pas ce que sera la position américaine après les prochaines élections. Et je ne sais pas ce que sera la position américaine, même quelles que soient les élections, si les incendies continuent à croître de cette manière-là. Parce que quand vous êtes en train de déplacer des centaines de milliers de personnes qui n'arrivent plus à se loger, ça crée quand même une modification de perception. Hein. Donc, ce que sera le monde et ce que sera la position des grands acteurs dans 6 mois ou dans 5 ans, je n'en sais rien. Mais le point essentiel, c'est qu'il est important à un moment donné que quelqu'un commence le mouvement. Et c'est pour ça que le fait que l'Europe y participe, y contribue, me paraît significatif. Oui, c'est très ambitieux et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, si on parle de quelque chose qui nous touche peut-être davantage encore, c'est-à-dire le Brexit, on est quand même dans l'Union européenne. Ce sont des traités qui ont aussi été négociés. L'Angleterre veut partir et ça ne se passe pas facilement. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre un problème interne à l'Union européenne qui ne se passe déjà pas bien? Comment est-ce qu'on peut imaginer d'aller plus loin? Ouais, ça n'est pas tout à fait le même problème. Parce que le changement climatique, le réchauffement climatique, tout le monde voit bien que ça se produit maintenant. Bon. La Grande-Bretagne, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est un choix des Britanniques. Mais ça n'est pas là. Nous pouvons vivre dans l'Union européenne avec les Britanniques ou sans les Britanniques. Nous ne pouvons pas vivre sans une solution pour le réchauffement climatique. Hein. Quand il fera 35 degrés pendant un tiers du temps, en Europe, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de production agricole et beaucoup d'activités économiques qui vont subir un impact négatif considérable. Je ne peux pas dire ça du Brexit. Donc, il y a les problèmes réels, c'est-à-dire A, le réchauffement climatique, B, la numérisation, parce que ça va impliquer un changement énorme dans l'activité des entreprises et l'emploi des gens. Où seront toute une série d'emplois avec l'intelligence artificielle dans 10 ans? Tertio, les mouvements de population comme les réfugiés, ce sont des problèmes tout à fait réels. Le Brexit, on peut trouver des arrangements. Maintenant, ce n'est pas si facile de les trouver parce qu'il y a un peu d'exaltation, un peu en Europe, beaucoup au Royaume-Uni, mais fondamentalement, si demain des responsables décident qu'il faut trouver une solution et qu'on doit négocier un compromis, on peut le faire. Hein. Pour trouver un compromis dans le changement climatique ou dans la numérisation, je peux vous garantir que ça va être une toute autre histoire. Oui, et donc votre position par rapport au Brexit, c'est de dire que c'est un grave échec de l'Europe ou c'est de dire qu'on continuera sans eux? Les deux. Je suis désolé, les réponses catégoriques dans les affaires européennes, ça ne marche pas souvent. Alors, je vous dirais fondamentalement, ça n'est pas un grave problème de l'Europe. Parce qu'on peut parfaitement trouver un statut pour le Royaume-Uni qui est un statut proche. Nous avons une série de pays qui, pour le moment, sont très proches de l'Union européenne. La Norvège, la Suisse, l'Ukraine, qui a des problèmes, mais au niveau des accords, nous sommes liés, etc. Il y a toute une série de pays avec lesquels nous avons des relations très proches. Le problème, c'est de trouver un nouvel arrangement avec eux. Et eux sont, en tout cas, pas tout le monde au Royaume-Uni,
Il ne faut jamais faire de généralisation, mais le gouvernement actuel est un peu dans l'idée que, bon, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et puis tout le monde va s'adapter à ce qu'ils veulent. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais il y a certainement manière de trouver un compromis. De ce point de vue-là, ça n'est pas un défi existentiel. Si demain un autre État décidait de sortir, on vivra avec. Les juristes peuvent trouver des solutions alternatives. Mais il faut que les politiciens, simplement, fassent preuve de la flexibilité requise. Même un adolescent, à la phase difficile de sa vie, a bien compris qu'il ne peut pas avoir tout. Mais certains chefs de gouvernement, pour le moment, ne semblent pas avoir dépassé ce stade, c'est tout. C'est ça notre seul problème dans le Brexit. Demain, ça peut être réglé. Est-ce que vous voyez un dernier enjeu important aujourd'hui par rapport à l'Union européenne, sans parler du problème des réfugiés qui est quand même énorme, mais sinon, est-ce qu'il y a un enjeu encore dans les mois à venir ? D'abord, je ne dirais pas que le problème des réfugiés est énorme. Il est très sensible, mais quand vous voyez... je veux dire, allez vous promener dans un camp de réfugiés en Jordanie ou en Turquie, dont on dit beaucoup de mal et parfois à juste titre, mais il faut voir quand même la masse des réfugiés qu'ils ont absorbés de la Syrie par rapport à ce que les Européens font. Il faut aller vous promener dans ces pays de la ceinture immédiate de la Syrie. Bon, ce que nous avons comme défi à côté n'est rien. De quoi on discute en termes de population? Je veux dire par là, peut-être un jour ça sera différent, mais pour le moment ça représente des volumes qui ne sont pas si importants, et spécialement en Belgique. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2015, l'Allemagne a absorbé proportionnellement par habitant 5 fois plus de réfugiés que la Belgique, sans crier, faire des drames et des psychodrames et être dans les médias sociaux tous les jours, etc. Il y a des gens qui savent gérer cette histoire beaucoup mieux que nous. Donc, pour le moment, c'est un problème aigu, mais c'est un problème gérable. Là où on a des difficultés, il me semble, c'est dans les questions citées, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire la numérisation, notamment par ce changement très important qu'elle va avoir sur la vie des gens et sur toutes les fonctions professionnelles, université comprise d'ailleurs. Mais le troisième problème, c'est que nous avons un système européen qui demeure en partie inadapté. Et vous voyez très bien ce qui s'est passé au fil des révisions des traités. Vous avez 2 Europes. Il y a une Europe dans laquelle on applique une méthode transnationale qui fonctionne, pour simplifier, où il y a des choses, il y a un marché unique, une monnaie unique, on peut discuter, etc. Et puis il y a l'Europe pour laquelle on a conservé l'unanimité et les modes diplomatiques, la fiscalité, le social, la politique étrangère, et c'est toutes les Europes qui ne fonctionnent pas. Et là, à un moment donné, il faudra... L'Europe ne peut pas continuer à fonctionner à 27 comme ça, avec tout le monde décidant de tout et bloquant tout sans arrêt. Ça ne fonctionnera pas. Et donc là, il faut une révision des traités. Il faudra une révision un jour. Mais une révision qui est d'ailleurs permise. Si vous voyez le traité de Lisbonne, on a permis à ce moment-là de faire des révisions simplifiées, notamment sur les modes de décision. Et est-ce qu'il y a encore des pays qui frappent à la porte de l'Union européenne et qui attendent ? Ah oui, bien sûr, vous avez tous les pays des Balkans. Je ne mentionne même pas la question ukrainienne, qui est plus compliquée. Mais vous avez l'Albanie, le Monténégro, la Serbie, tous ces pays sont candidats, et d'ailleurs nous avons entamé des processus avec eux. Et il faut bien se rendre compte de ce point de vue-là que si nous n'avons pas fait les réformes suffisantes avant 2004. Et c'est la raison pour laquelle une partie des activités européennes est semi-paralysée. Mais ce qu'on nous propose maintenant, c'est-à-dire faire entrer de nouveaux, qui sont tous des petits pays d'ailleurs, et qui peuvent tous compliquer encore davantage la circulation, la situation. Donc il est encore plus important de faire les dites réformes avant de les faire entrer. Et c'est dans le calendrier, c'est dans l'agenda européen, ça, de faire les réformes ? Donc, on attend encore, ils attendront encore. L'Europe est comme les gouvernements des États membres, lesquels ne sont pas fondamentalement différents des citoyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas terriblement envie de faire les changements requis, et donc qu'ils attendent plutôt la dernière minute. Monsieur le professeur, je vous remercie beaucoup pour cet entretien.